On poursuit sur le sujet en plateau avec le ministre de l'économie, du budget et des finances, Warren Dexter. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, baisse des frais de notaire annoncée, on passerait de 11 à 7%, y compris pour les primo-acquérants qui, on le rappelle, bénéficient aujourd'hui d'un taux réduit. Idem pour les ventes en VFA. En contrepartie, que prévoyez-vous? En fait, pour l'instant, on ne touche pas au taux réduit sur les primo-accédants, c'est-à-dire que c'était prévu dans le projet de loi pays initial, mais à la demande du ministère du Logement, on a différé cette mesure à 2025, puisque ça doit s'accompagner effectivement d'un abondement de l'AIM, l'aide à l'investissement des ménages, qui est une subvention directe aux ménages qui en ont le plus besoin, et puis aussi par le fameux prêt à taux zéro que l'on doit mettre en place courant 2025 en collaboration avec les banques. Le dispositif de prêt à taux zéro existe déjà en Nouvelle-Calédonie, hein. On rappelle son concept, un prêt immobilier dont les intérêts sont payés par la Nouvelle-Calédonie. Pour le mettre en place ici également, est-ce qu'il y a des freins? Quels sont-ils? Alors, je sais pas, je n'ai pas été associé directement au dossier, mais l'ambition, c'était de mettre en place ce dispositif à cette fin d'année, mais apparemment, les choses ne sont toujours pas bien calées avec les banques. Donc, du coup, le projet est différé à mi-2025. On le mettra en session administrative 2025. Vous venez d'en parler, l'aide à l'investissement des ménages que vous comptez abonder. Ce dispositif touche-t-il vraiment le public cible? Les démarches administratives pour y prétendre sont-elles à portée de tous? Actuellement, je crois que l'AIM vise des ménages jusqu'à 4 fois, qui gagnent 4 fois le SMIC maximum. Alors, je ne sais pas quelles sont les intentions du ministère du Logement. Est-ce que c'est d'étendre à des populations qui iraient plutôt jusqu'à 5 SMIC? Parce que vous l'avez indiqué dans le reportage que des difficultés à contracter des prêts en dessous de 5 SMIC. Après, sur les difficultés à constituer les dossiers, je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même un accompagnement qui est prévu par la DGAE. Toutes les personnes qui ont des difficultés pour remplir les formulaires peuvent se faire assister. On ne peut pas simplifier parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle de deniers publics. On ne peut pas simplifier à outrance les formulaires administratifs. Donc, vous venez de le dire, deux manières d'agir sur les prêts de l'immobilier. D'un côté, en réduisant les frais d'acquisition, mais aussi en agissant sur les taux d'intérêt. On parlait du prêt à taux d'intérêt zéro, des intérêts qui pèsent, hein, sur le coût final. Tout à fait. Comment le pays pourrait supporter ce coût, autrement que par le prêt à taux zéro? Eh ben, en fait, non, c'est le dispositif qu'on a prévu. En fait, et concrètement, il s'agira de proposer aux banques une réduction de leur taxe sur le produit net bancaire, c'est la taxe spécifique aux banques. Et en contrepartie de ce gain fiscal, elles vont se priver de la recette qui est constitutive des taux d'intérêt. Des prix de l'immobilier exorbitants en Polynésie française, c'est évidemment dû à la rareté du foncier disponible à la vente. Vous réfléchissez, on l'a entendu, à comment mettre en place à disposition du foncier territorial ou communal pour supprimer l'impact de ce coût. Oui. Ça se précise aujourd'hui? Alors oui, c'est en réflexion. Et je dirais qu'au-delà de ça, il faut se poser les bonnes questions sur la rareté du foncier. Je pense que ça résulte avant tout de décisions qui ont été prises de gouvernement en gouvernement, d'attirer encore plus les Polynésiens, se concentrer encore plus sur l'île de Tahiti, attirer les activités sur l'île de Tahiti. Et donc forcément, tout ça crée la rareté, la cherté du foncier. Donc peut-être les bonnes questions à se poser, c'est de savoir comment on peut redéployer les populations et les activités sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française pour envisager, pour régler ce problème de la rareté du foncier. Est-ce qu'il y a des zones identifiées déjà? Pour l'instant, non, mais l'un des dossiers sur lesquels on travaille avec le ministère en charge des archipels, c'est de mettre en place de vraies mesures incitatives à l'investissement dans les archipels et à la déconcentration administrative dans les archipels. Et au-delà de ça, comment pourrait-on accélérer la sortie de l'indivision? Alors, sortir de l'indivision, c'est un sujet un peu délicat parce que tantôt on dit c'est une bonne chose, les ménages ont besoin de sécurité juridique, mais en même temps on nous dit que l'indivision, ça a toujours été permis de ne pas vendre les terres. L'alternative sur laquelle on travaille, qui a déjà été expérimentée sous l'ancien gouvernement, c'est ce qu'on appelle la fiducie, c'est-à-dire permettre aux co-indivisaires de confier leur terre à un tiers qui va en fait gérer et leur donner des revenus périodiques. Donc, il y a eu un projet de texte qui a été mis en place sous l'ancien gouvernement et je crois que savoir que le ministère du Logement en cours veut en fait parfaire ce texte parce qu'il l'estime en l'état qui n'est pas suffisamment adapté aux spécificités polynésiennes. Donc c'est un peu une solution à contre-courant de la propriété individuelle. C'est plus adapté aux Polynésiens? Je pense que ce serait plus adapté aux Polynésiens dans le sens où il n'y aura en aucun cas une vente de terre. C'est la gestion de terre au bénéfice des Polynésiens. On parle beaucoup de foncier, de patrimoine. C'est un terme qui revient beaucoup dans votre réforme du régime des non-salariés et celle de votre confrère du ministre de la Santé. Cela suscite beaucoup de questions, et notamment chez les patrons. Il faut encore définir, préciser. Votre but est-il clairement de taxer le patrimoine davantage?
Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la réforme des régimes sociaux, je laisserai la réponse à mon collègue Cédric Mercadal. Moi, à mon niveau fiscal, je dis effectivement que, en tout cas dans ma réforme fiscale, que si on veut faire baisser le coût de la vie en Polynésie, c'est de diminuer la fiscalité indirecte, hein, qui représente 70% des recettes totales du pays, et en contrepartie, puisqu'on a toujours besoin d'argent pour financer l'action publique, d'augmenter la fiscalité sur le patrimoine. Effectivement. Les patrons, on a reçu récemment Christophe Plé de la CPME, mais aussi Steve Gamblin du MEDEF, regrettent la TVA, la suppression de la TVA sociale qui avait fait tant de bruit à l'époque. Serez-vous favorable à son rétablissement, vous aussi? Alors moi, je ne comprends pas ce désir récurrent de nos amis du patronat. Moi, en tant que ministre des Finances, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois et je vais le redire à nouveau sur ce plateau. Aujourd'hui, on est dans une situation budgétaire confortable et on n'a absolument pas besoin de remettre en place des taxes pour financer les régimes de protection sociale. Il faut que les choses soient claires, je tiens à le redire. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, ils proposent de remettre en place la taxe sociale. Je tiens à rappeler que c'est un engagement fort de la majorité actuelle de supprimer cette taxe. Donc, c'est sûrement pas dans ces conditions qu'on va la remettre. Si dans l'absolu, on doit remettre une autre taxe pour financer des nouveaux besoins des régimes de protection sociale, je pense que ce ne sera certainement pas sur la consommation qui, je tiens à le rappeler, est injuste puisque le riche et le pauvre payent la même chose. Pensez-vous que la TVA sociale ait finalement été acceptée par le grand public avant sa suppression? Je ne saurais pas vous dire, je n'étais pas aux affaires. Je veux croire que oui, puisqu'il n'y a pas tellement de bruit autour. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si la suppression n'a pas eu l'effet baisse de prix attendu, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas associé les entreprises à cette suppression. C'est un peu dommage. Monsieur le ministre, on vous fait réagir également sur le potentiel futur PDG d'Air Moana. Selon nos informations, il s'agit de Lionel Guérin, une pointure de l'aviation, entrepreneur, ingénieur pilote. Il a aussi été directeur général délégué du groupe Air France KLM et il devrait donc prendre bientôt les commandes de la jeune compagnie. Il est d'ailleurs arrivé la semaine dernière au Fénois, la Polynésie qu'il connaît puisqu'il est marié avec une femme originaire de l'île sacrée Raiatea, ce qui lui a notamment permis de tisser des liens avec notre pays, un expert du transport aérien pour accompagner Air Moana. Vous l'avez rencontré, est-ce l'homme de la situation aujourd'hui? Tout à fait, je l'ai rencontré la semaine dernière et en tout cas tout porte à croire que c'est l'homme de la situation. En tout cas, il a un pédigré qui parle pour lui, c'est un homme d'expérience dans le domaine de l'aéronautique. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous parce que du coup ça nous rassure davantage sur le milliard qu'on a proposé à la société pour l'aider à sortir de ses difficultés, puisque au nombre des conditions que nous avons posées, c'est effectivement que les actionnaires puissent trouver les 3 milliards restants sur les 4 milliards dont a besoin la compagnie pour fonctionner. Mais en plus, on a demandé de modifier la gouvernance, c'est-à-dire de trouver de vrais sachants dans le domaine de l'aéronautique. Et je pense que M. Guérin répond à ce profil-là, oui. Vos demandes ont été répondues. Vous avez répondu, ils ont répondu à vos demandes donc. Oui. Merci Monsieur le ministre et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors.